je dirais. Bonjour à tous, bonjour les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Day of the Geek. J'espère que je vous ai pas trop manqué depuis la dernière fois. Alors aujourd'hui on va parler un peu du film La planète des singes Supremacy, sorti en salle le 2 août. Film qui doit encore être visible dans certaines salles de cinéma si je ne m'abuse. Je sais pas si on a des gibbons dans ce film, des gibbons. Les bonobos, les gibbons. Rassurez-vous, il n'y a aucun bonobo dans ce film, parce que sinon ça aurait été un film pornographique, interdit aux moins de 18 ans. On va essayer d'oublier pendant quelques minutes les tracas de la vie quotidienne et se plonger dans un tout autre univers. On va essayer de penser à autre chose et se détendre un petit peu. Asseyez-vous confortablement dans votre canapé, j'espère que vous avez pris un petit verre, avec modération si c'est alcoolisé. Et on va commencer cette review dessinée. Écoutez, c'est pas mal, c'est même bon. C'est bon, en tout cas visuellement c'est beau. Mais l'histoire rapidement c'est quoi? Allez, c'est l'heure de la review dessinée, bande de geeks. Alors en gros, l'espèce humaine est au bout de son règne sur Terre. Elle a été mise à terre par la révolte des singes menée par un certain César. Nous sommes après que César ait dû affronter les humains et son congénère Koba, un singe violent et guerrier. Les derniers hommes qui restent vivent cachés et sont menacés par un virus porté par les singes, le virus de la grippe simienne. Il a décimé l'humanité et est encore présent dans les gènes des survivants. Ce virus, qui aurait muté, rend muet et à l'état animal n'importe quel être humain qui y est exposé. C'est pourquoi un ancien chef de guerre sanguinaire, le colonel McCullough, incarné par l'excellent Woody Harrelson, envoie ses dernières troupes traquer César dans la forêt. Car supprimer César reviendrait pour lui à reprendre le pouvoir sur les singes et donc à éradiquer le virus. Réalisé et écrit par Matt Reeves qui est déjà à l'origine de Cloverfield ou encore qui a écrit Piège à grande vitesse, le film est inspiré du scénario mythique et original de Pierre Boulle. Vous savez, ce magnifique roman La planète des singes qui a été écrit en 1963. Le film, il doit logiquement venir terminer la trilogie qu'il avait entamée. Puisque vous savez qu'il y a eu 2 films auparavant dans le même genre, La planète des singes les origines et La planète des singes l'affrontement. Je ne parle même pas du film La planète des singes de Tim Burton, sorti en 2001, c'était encore une autre époque et un autre style. Mais il était pas mal non plus pour l'époque. Faudrait que je le revisionne d'ailleurs en fait. Ouais. Supremacy est un film de pure science-fiction qui accuse un budget de 150 millions de dollars. Il a été produit par Chernin Entertainment, je pense que c'est comme ça qu'on prononce en anglais, et 20th Century Fox. Certains plans en extérieur ont d'ailleurs même été tournés en Colombie-Britannique, qui est réputée pour ses forêts immenses et majestueuses. Et quand on regarde le film, dès les premiers plans dans la forêt avec les soldats, et puis plus tard tout au long du film, on sent comme des influences des films de guerre. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Jusque dans les inscriptions sur les casques des soldats. J'ai pas tilté tout de suite, mais maintenant j'ai compris le clin d'œil en fait. Après coup, j'ai découvert que Matt Reeves a avoué avoir visionné des films comme Apocalypse Now ou encore Les 10 Commandements avant de s'attaquer à ce projet. C'est vrai qu'on retrouve cette atmosphère, ce cheminement un peu initiatique tout au long du film, de même qu'à un moment donné, le face-à-face entre César et le colonel rappelle fortement la scène mythique entre Marlon Brando et Martin Sheen dans Apocalypse Now. Vous savez, cette scène, à la fin du film, quand le soldat égaré est confronté à l'officier devenu fou, un peu le leader, le gourou spirituel de toute la communauté qui vit un peu dans la jungle. Et c'est ça, en fait. C'est suivant cette grille de lecture que j'ai compris le sens du film, sa narration, en fonction de tous ces repères, plutôt qu'en m'appuyant sur des critères plus basiques ou encore faussés par le filtre des critiques traditionnelles, ce qui aurait été la facilité. Supremacy, c'est un voyage initiatique pour César, une quête de vengeance et de liberté, mais c'est aussi un aller sans retour. C'est un voyage au plus profond des ténèbres. Exactement comme Apocalypse Now, en fait. Il y a également un petit côté prophétique, comme Moïse guidant son peuple vers la terre promise, et je trouve génial que le réalisateur ait réussi à faire ressortir toutes ces notions à travers ce film, en les transposant à un autre univers, à une autre époque. Quelque part, je trouve fascinant
Cette capacité à reproduire dans les films ou toute autre œuvre de récit en général toujours les mêmes histoires mais d'une façon encore différente. Cette capacité à toujours réinventer des histoires ou des thèmes qui sont connus de tous, c'est aussi pour ça que ça nous parle. On connaît déjà toutes ces intrigues, elles sont vieilles comme le monde. C'est par moments l'histoire éternelle de l'amour impossible, du voyage initiatique, de la lutte entre l'humanité et la bestialité. Et on pourrait même dire que tout a déjà été épuisé avec tout ce qui a été écrit et réalisé. Combien de fois même on m'a dit, moi, pour ma propre BD, non, votre histoire c'est du déjà vu, il n'y a rien d'original. Mais c'est normal. Il faut savoir que tout a quasiment déjà été écrit. Tous les thèmes ont déjà été visités depuis des siècles. C'est juste la manière et l'approche, la technique de transposition qui change et qui laisse espérer que tout est encore permis. Ça montre à quel point la liberté de création et d'inventivité, elle reste infinie. Bravo en tout cas au réalisateur pour avoir accompli ça, parce que ça a été fait très intelligemment et de manière subtile, je trouve. En fait, c'est un film intelligent. Ouais, c'est ça, c'est un film intelligent. Malgré tout ce que j'ai évoqué juste avant, ça reste un film avec des qualités et des défauts. Mais bon, à vrai dire, je connais pas de film sans défauts. Il y a quand même plus de qualités qui font oublier les petits défauts, surtout scénaristiques. Parce qu'au niveau effet visuel, on est vraiment encore proche du parfait. Si on sentait parfois la 3D sur les singes dans les films précédents, là c'est vraiment hyper réaliste. Ils ont réussi à donner des expressions humaines aux singes jusque dans les poses, les regards, qui font qu'on arrive presque à s'y identifier. De toute façon, le réalisateur a clairement choisi dans ce film de montrer le point de vue du singe, donc de César. Donc soyez prévenus par rapport à ça. On suit la progression de ce héros d'un nouveau genre, passé de révolutionnaire à chef de groupe, qui se retrouve confronté lui-même au travers de l'homme, à ses propres pulsions, à ses contradictions, en même temps qu'il acquiert au fil du temps de plus en plus d'humanité. Et la motion capture, je dois dire, elle est époustouflante. On retrouve toujours les mêmes studios, ILM et Weta Digital aux effets visuels, et ce qu'ils ont réussi à faire comme prouesse technique sur ce film, c'est purement magnifique. Seuls les quelques humains qui ont participé à la motion capture ont été un petit peu maltraités ou malmenés durant le tournage en studio. Mais bon, ils l'ont voulu quelque part. Hein. J'ai envie de dire quelque part de quoi vous vous plaignez. C'est une vraie performance technique et un vrai défi parce que l'ensemble du film repose sur ce concept. Et c'est un peu paradoxal d'ailleurs quand on sait qu'ils ont aussi travaillé sur Valérian, dont j'ai fait une autre review dans la vidéo précédente, et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Autant dans Valérian et la Cité des Mille Planètes, on peut ressentir parfois chez certains personnages aliens la 3D, un peu comme des personnages cartoon, autant dans Suprématie, on touche du doigt la perfection en termes de réalisme. On croit vraiment à ces singes humanisés. Et Dieu sait que c'est difficile de donner de la matière et du poids, du relief à des personnages virtuels dans les effets visuels. Et à partir de là, désolé, mais ça va être difficile de continuer à parler du film sans spoiler. Je crois, qu'on rentre dans une zone à risque, une zone de spoil, S-P-O-I-L. Je vais garder en mémoire assez longtemps cette scène de bataille assez épique dans la forêt au début du film, où les Marines, ou les survivants de Marines, attaquent un poste avancé de singes. Rendez-vous! Les mains sur la tête, bande de macaques! Alors que la plupart des humains perdent la vie durant le combat et que d'autres seront même capturés, Matt Reeves gratifie le film d'un superbe, je dirais même audacieux, long plan en top shot et en mouvement, c'est-à-dire c'est un plan vu du ciel sur l'ensemble de la séquence, de ce qui se passe en bas, pour retranscrire les tirs échangés entre les deux camps. Donc tour à tour, on navigue entre les deux camps alors qu'ils se tirent dessus. C'est vraiment très spectaculaire, enfin, j'ai adoré ce plan, ça donne presque le vertige. Encore une fois, je vais le redire, c'est très spectaculaire. C'est des plans très techniques, c'est très difficile à faire, et félicitations encore pour ça. Alors au niveau scénaristique, je le conçois, on est dans une histoire assez basique de vendetta. Le colonel assassine les membres de la famille de César. César va vouloir venger en quelque sorte les membres de sa famille qui ont été assassinés par le colonel. Autour de ça vont venir se greffer différents enjeux et des éléments de surprise tout en essayant de faire ressortir le côté humain des singes, et à l'inverse en traitant les derniers humains survivants comme vraiment des bêtes sanguinaires. À part peut-être la petite Nova, qui est, oui, il y a une petite fille dans le film, c'est une petite fille muette qui est recueillie par la petite troupe de singes menée par César. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais je parlais scénario, et donc pour revenir au scénario, eh bien, il y a parfois quelques approximations qui me font tiquer. Mais bon, le reste du film fait que ça passe. Par exemple, à un moment donné, les singes sont retenus prisonniers dans un gigantesque camp dans les montagnes enneigées. C'est un camp, presque un camp de concentration. Ça fait un décor sympa d'ailleurs. C'est la base du colonel et de ses hommes en quelque sorte. Ce moment d'ailleurs est assez long.
Eh bien, cette petite fille Nova, elle va parvenir à pénétrer dans le camp pour voir les singes, et voir César en particulier, pour lui délivrer un message, alors que tous les soldats autour sont en alerte et sont même censés garder les lieux contre une autre armée de soldats qui doit venir bientôt les attaquer. Les singes qui sont prisonniers arrivent même à un moment donné à s'évader en perçant le sol, qui doit faire une épaisseur d'environ 30 cm parce qu'il y a des galeries souterraines ou une sorte de mine désaffectée sous le camp. Tout ça normalement sous les yeux des sentinelles qui doivent être autour. Il y a des fois on se pose des questions, on se demande mais où sont les gardiens, quoi? Où sont les sentinelles? Comment ils font pour ne pas voir la petite fille? Comment ils font pour ne pas remarquer à un moment donné que tous les singes s'échappent par le trou qui est dans le sol? Puis César, lui, est quand même fait prisonnier. Alors que pendant toute la première moitié du film, on nous rabâche à longueur de plan que le colonel n'a qu'une idée en tête, c'est tuer César pour dominer une bonne fois pour toutes l'espèce des singes. Et alors, une fois que le colonel a enfin César entre les mains, eh ben, il ne donne à aucun moment l'ordre de l'exécuter, alors que ça serait très simple et ça mettrait même un terme à la rébellion des autres singes. Mieux que ça, il préfère le faire torturer et lui expliquer la menace du virus. Il lui explique même qu'il y a une autre troupe de soldats qui doit venir attaquer la base, pour une question de territoire et de survie, et qu'il a donc besoin des singes pour construire une sorte de mur de protection. D'ailleurs, un mur, une enceinte qui est faite à base de troncs d'arbres. C'est censé les protéger contre un tir de roquettes, contre des tirs de roquettes et des chars. Je doute un peu de l'efficacité du mur d'enceinte. Et j'ai un peu tiqué aussi sur le virus qui fait perdre la parole aux humains. Je trouve que c'est un peu gros. Je demande juste qu'on qu'on me prouve scientifiquement que c'est possible. Moi, si on peut me le prouver, je suis prêt à l'accepter. Et à ce moment-là, alors oui, j'accepterai cette version. Je me soumettrai, je me convertirai à la religion des singes qui dominent la planète Terre. Oui, oui, j'accepterai cette version. Je ferai mon mea culpa. Après, il y a aussi des choses cool, comme le gorille collabo, en quelque sorte, qui est dans le camp des humains. D'ailleurs, les soldats le surnomment, ce type de singe, ils les surnomment les mulets. En fait, ils font toutes les basses besognes dans le camp et ils ont accepté leurs conditions, parce qu'ils ont été persuadés que ce sont les humains qui gagneront à la fin, donc ça servait à rien de lutter. Ils obéissent aux ordres et donc ils combattent les singes qui, eux, sont rebelles. J'ai trouvé ce personnage de gorille mulet, ce personnage vraiment intéressant, parce qu'il incarne cette forme de dualité qui est très humaine, finalement. C'est un personnage fort, mais on voit qu'il est souvent tiraillé entre sa résignation et les ordres qu'il doit suivre de sa hiérarchie, des soldats humains, et sa vraie nature, qui lui dit que sa place serait avec son peuple. Et jusqu'à la fin, il va devoir lutter avec sa conscience et pour arriver à faire un choix. Donc vous verrez le choix qu'il fait à la fin. Alors que de l'autre côté, chez les humains, en revanche, on n'a pas du tout de cas de conscience. Les types... c'est la folie destructrice, la bestialité sanguinaire pour survivre. On élimine tout ce qui bouge, même les humains infectés, eh bien, on les liquide, on les exécute pour essayer de limiter au maximum la propagation du virus. Et les singes, on est dans le racisme absolu. Si on peut éliminer le maximum de singes, on y va. C'est une bonne critique en fait de la société de manière générale. Woody Harrelson le représente assez bien d'ailleurs, mais je pense que son personnage, il aurait pu être poussé encore un peu plus. Il est peut-être pas assez exploité dans ce film. Il y a des fois, je le trouve un peu trop calme ou pas assez fou. Après, il dit aussi une phrase qui résume assez bien le film à un moment donné, dans une scène. Il faut savoir renoncer à notre humanité pour pouvoir sauver l'humanité. Souvenez-vous-en en 2020, quand les singes se rebelleront et commenceront à dominer l'espèce humaine sur Terre. Ça pourrait résumer les intentions du film et comment les rôles ont été intelligemment inversés. On a d'autres personnages sympas et très bien faits comme l'orang-outan Maurice, qui est là aussi pour la touche affective, donner de l'émotion, des sentiments, là où César voudrait céder à la colère, à la violence. Il est très présent d'ailleurs Maurice auprès de la petite Nova, et nous rappelle comme ça, de cette manière, qu'il y a encore une étincelle de bonté chez les humains à travers cette petite fille. On a aussi un autre élément qui est très surprenant, le petit singe rencontré dans la montagne, une sorte de survivant échappé d'un zoo qui porte des bottes de neige, un bonnet et un anorak.
Alors là, c'est carrément l'élément comique du film, et je dois dire qu'il est très réussi parce qu'il apporte cette petite bouffée d'oxygène dans une histoire de base qui est très sombre. C'est un élément qui permet de dédramatiser en quelque sorte le scénario très sombre. Je viens de postillonner, donc si vous êtes mouillé chez vous, je tiens à m'en excuser par avance. Donc c'est simple, tout au long du film, on dirait vraiment un chimpanzé, enfin un vrai chimpanzé qui marche et qui parle. C'est encore une fois une vraie prouesse technique. C'est je pense d'ailleurs, selon moi, le singe le plus réaliste du film. Les scènes où il intervient, à chaque fois, sont vraiment très drôles, quoi. Enfin, j'ai trouvé... c'est très marrant. Et puis, intervient au moment de la bataille finale, un événement de taille qui est assez surprenant, je dois dire, et bien trouvé, là aussi, pour conclure le chaos général dans lequel l'histoire nous avait conduit, parce qu'il y a une bataille, vous allez voir, une bataille finale. Alors c'est vrai qu'on était en droit de se demander comment tout ça allait se terminer, mais la pirouette, elle est assez efficace pour nous amener à une scène de fin qui est peut-être un petit peu trop longue à mon goût, et on en dit peut-être un peu trop, peut-être trop de paroles. Le film aurait sans doute gagné à conclure quelques minutes plus tôt, sans trop en dire, pour rester encore plus pour que le spectateur reste encore plus sur sa faim. Au cinéma, les scènes sans paroles, elles sont souvent les plus fortes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que vous attendiez à regarder ce film avec des singes qui parlent en langue des signes tout du long. Sauf César, qui parle maintenant parfaitement la langue des humains. Ce qui ajoute d'ailleurs un peu plus à son côté humain, humanisant en fait, ou humanisé. La langue des signes, dans ce type de film, ça aurait pu être rébarbatif de premier abord, mais finalement c'est cohérent avec le reste, parce que voilà, c'est logique, les singes évoluent, ils apprennent au fur et à mesure, et donc ils ont appris à communiquer entre eux avec cette langue des signes, et puis petit à petit ils commencent à acquérir la parole au contact de César. Et donc cette logique, au fur et à mesure du film, on s'y fait, et ça passe. Donc encore une réussite de ce film. C'est un des premiers films au cinéma à avoir mis autant de langage des signes dans ses plans. Enfin, j'imagine qu'il s'agit bien de la langue des signes, parce qu'après c'est les singes qui font la langue des signes entre eux. Allez tous bien vous faire en... Donc on est bien d'accord, c'est la langue des signes, mais il y a quand même des sous-titres. Donc il n'y a pas que la langue des signes, hein, d'accord. Et pour la musique, elle est composée par Michael Giacchino. Alors je connais pas du tout. Certains ont dit avoir aimé la musique tribale du film. C'est vrai qu'elle le porte bien, mais après je me suis pas senti littéralement embarqué par la musique, comme ça avait pu l'être sur les films précédents de La Planète des Singes. La musique est bien, mais je dirais sans plus, pas de fausses notes en tout cas, enfin, c'est réussi globalement, voilà, on fait pas de vagues. En regardant ce film, alors j'ai pas pu m'empêcher de repenser aux vieux films de La Planète des Singes qui ont démarré à partir de 1968. Le roman de science-fiction, lui, avait été écrit en 1963, il faut le savoir, et notamment ça me fait penser à certains moments au film, en particulier la bataille de La Planète des Singes, lorsque le peuple des singes revient s'aventurer dans les grandes cités détruites et tombe nez à nez avec une armée d'humains mutants. Et puis il y a plein de clins d'œil dans Suprématie, comme la petite Nova, qui est la petite fille blonde et muette recueillie par la petite troupe de César. Et bien Nova est la jeune esclave muette avec qui s'échappe Charlton Heston, le capitaine Taylor, dans le film de 1968, qui avait lancé toute la saga. Donc, durant son voyage avec Nova dans la zone interdite, Taylor ne retrouvera finalement que la dépouille en acier à demi enterrée dans le sable de la Statue de la Liberté sur une plage déserte au bout du monde, ce qui le fera presque basculer dans la folie. C'est une scène vraiment mythique, enfin, moi j'ai toujours ça en tête. C'est une des scènes qui font que quand on me dit Planète des Singes, j'ai tout de suite cette image en tête. C'est pas vrai. C'est pas possible. 2000 ans après, nous étions revenus sur la Terre. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. Ah, les criminels. Ils les ont fait sauter leurs bombes, les fous. Oh. Je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Oh. Et on retrouve d'ailleurs cette scène de cavalier sur la plage dans Suprématie. C'est une sorte de clin d'œil, encore une fois. Et puis on a aussi Cornelius, le petit singe et enfant de César dans Suprématie. C'est le dernier survivant rescapé du massacre commis par le colonel McCulloch durant l'attaque du campement des singes. D'ailleurs une jolie scène, encore une fois, aussi, où il y a des lasers de couleur verte qui traversent
des cascades d'eau. Et à un moment donné, le colonel arrive avec certains soldats de ses forces spéciales, un petit groupe de soldats, et ils traversent avec leur laser, leur pointeur laser, les chutes d'eau. C'est assez joli, c'est assez graphique. Cette scène est assez jolie, elle est bien pensée, je trouve. Donc pour revenir à Cornelius, dans le film de 1968, on retrouve Cornelius et Zira, les deux chimpanzés scientifiques. Ces deux chimpanzés qui sont les seuls à défendre Taylor face au conseil des sages, des singes, qui veulent éradiquer l'espèce humaine, qui veulent exécuter Taylor, qui est le seul humain à parler, et en fait ils le voient comme une menace. Mais non, Cornelius et Zira vont se débrouiller pour faire échapper le capitaine Taylor et lui permettre de retrouver la liberté pour essayer de retrouver les quelques traces qu'il peut de l'espèce humaine. Il y aurait plein de choses à dire sur cette saga originelle de la planète des singes, mais bon, je ne vais pas m'éterniser. On va rester sur Suprématie, donc voilà, en gros, plein de petits clins d'œil qui font se poser des questions, finalement. Est-ce que ces personnages développés dans Suprématie, Cornelius, Nova, tout ça, est-ce qu'ils auront un lien ou un rôle important dans une suite éventuelle? Est-ce que ce sont les mêmes que dans les vieux films, pour faire le lien? Est-ce que c'est volontaire ou non? Est-ce que ce sera cohérent avec les tout premiers films des années 60 qui ont marqué toute mon enfance, finalement? Est-ce qu'il y a une volonté de cohérence, ou est-ce qu'on a voulu complètement repartir sur autre chose et faire juste des petits clins d'œil? La suite au prochain épisode, j'ai envie de dire, tant de questions et finalement très peu de réponses. Et en tout cas, j'ai bien aimé ce film, j'ai été agréablement surpris. C'est selon moi un des meilleurs blockbusters de l'été, et je ne peux que vous inviter encore une fois à aller voir ce film. Votre argent pour le coup sera bien dépensé, et je vous encourage même à revisionner les vieux films des années 60 pour vous remettre au goût du jour. C'est toujours bien sympa de se replonger dans le jus de tout cet univers. Même si c'est vieux, si c'est dépassé, pour moi c'est toujours un plaisir de les revoir. Le roman de science-fiction est une merveille. Pierre Boulle, là pour le coup, avait été très inspiré quand il a écrit cette histoire. Ce qui est quand même marrant, c'est d'être arrivé à mettre de l'humanité, de l'intelligence dans un film avec des singes. Les singes sont plus humains dans ce film que les humains qui, eux, pour le coup, deviennent des bêtes, quoi. Faire un film intelligent avec des singes dans les rôles principaux, c'est quand même assez rare. Ouais, les singes. Alors qu'on a tellement de films débiles avec des acteurs humains, ce sera finalement la morale de cet épisode. C'est la nature qui reprend ses droits. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette illustration originale que j'ai faite spécialement pour l'occasion, pour ce film, sur le lien qui sera en dessous de la vidéo dans la description. Cette illustration sera disponible pendant quelques jours après la publication de la vidéo, si vous voulez vous la procurer. C'est sur le site sandaway.com, pareil, je vais mettre le lien. Sur la page du projet Hades, mon projet BD, ça fait un souvenir pour la personne qui aura cette illustration, et moi, ça m'aide à financer ma BD. Vous avez compris le principe maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On met un petit pouce levé à cette vidéo si vous avez aimé. Ça m'encouragera à en faire d'autres sur d'autres films. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si vous aussi vous avez aimé ce film ou quelles ont été vos impressions. Vive la SF, vive le fantastique. Laissez parler le geek qui est en vous et foncez au cinéma, bordel de merde. A bientôt pour une prochaine review des ciné. Bye bye. Bande de macaques.